minutes, les barges atteindront la côte. Près de 7000 navires. C'est le destin de toute l'Europe qui se joue, la plus grande opération militaire de tous les temps. Les hommes qui y participent vont vivre les heures les plus intenses de toute leur vie. Je ne savais pas combien de temps exactement cela allait durer. J'avais peur. J'avais vraiment peur. John Roman a alors 19 ans. Ce 6 juin 1944, aux premières heures du matin, comme 156 000 hommes, il va débarquer sur les plages de Normandie. Je ne savais même pas que nous allions en France. Dans le bateau, on ne savait pas où on allait. Au même moment, de l'autre côté de la Manche, personne ne s'attend à voir arriver ce jour-là une armée entière. Paulette a 94 ans. À l'époque, elle n'en a que 24. Elle se trouve à quelques kilomètres des plages du débarquement. Elle assiste médusée à l'arrivée des premiers Américains en Normandie. Vers minuit moins le quart, des avions. Cette nuit-là, les Alliés larguent 23 000 parachutistes au-dessus de la Manche pour créer la confusion au sein de l'armée allemande. Tombaient des parachutes partout. Alors, fallait voir, c'était une nuée. Je demandais ce qui se passait, et puis d'un seul coup, il y a un voisin qui est venu, qui nous a crié « Les Américains !» Ces parachutistes vont permettre à des milliers de navires de débarquer leurs troupes pour libérer la France. Ça faisait 4 ans qu'on attendait, le débarquement. 4 ans. Je dis à mon mari, on va vivre un moment historique. Vers 6h30, le régiment de John se rapproche des plages. La mer était très agitée. On était malades. On vomissait tous. C'est l'un des plus extraordinaires paris de toute l'histoire. Un pari immense, mais qui aurait pu tourner au fiasco. « 70 ans après les faits, l'opération comporte encore des zones d'ombre. Des faits méconnus. Des héros oubliés. Des manipulations insoupçonnées, sans lesquelles le sort de notre pays n'aurait certainement pas été le même. C'est la face cachée du débarquement que nous allons vous raconter. Tout commence à Londres un an plus tôt. Nous sommes en juillet 1943. En plein centre-ville, un bunker ultra secret. C'est ici, à l'abri de tout risque de bombardement, dans les sous-sols de la capitale britannique, qu'a passé le plus clair de son temps celui qui résiste à Hitler depuis maintenant 3 ans, le chef du gouvernement britannique. C'est depuis ce bunker que Churchill dirigeait réellement la guerre. C'est un abri ultra protégé, situé sous George Street, relié à ses bureaux du 10 Downing Street, donc d'un accès très facile pour le Premier ministre. Cet abri souterrain est donc devenu son principal lieu de résidence. Dans cette pièce, il réunit souvent son cabinet. Dans celle-ci, travaille son état-major militaire. Dans les moments les plus durs de la guerre, la vie a lieu en sous-sol pour toute une partie du gouvernement. Churchill dormait sur place, il travaillait sur place. Son bunker se trouvait vraiment au cœur de l'effort britannique de guerre. Et en ce début juillet 1943, Churchill le sait.
la guerre est en train de prendre un tournant. Hitler contrôle toute l'Europe continentale, mais voilà, à l'Est, l'armée allemande s'enlise depuis des mois sur le front russe contre les troupes de Staline. Les pertes allemandes sont colossales, près de 2 millions d'hommes. Pour Churchill et son allié le président Franklin Roosevelt, c'est le moment de lancer une attaque majeure à l'Ouest et libérer l'Europe en réalisant le plus grand débarquement militaire de l'histoire humaine. Un débarquement est en train de se préparer. Ça ne fait plus aucun doute. Les seules questions importantes désormais, c'est où et quand il va avoir lieu. Débarquer, certes, mais où? Voilà la question qui obsède désormais Churchill et Roosevelt. Alors, leurs états-majors vont plancher sur plusieurs hypothèses. L'endroit le plus évident, c'est le Pas-de-Calais, moins de 25 km à parcourir en mer depuis les côtes anglaises. Tellement évident que c'est précisément là qu'Hitler a concentré ses meilleures troupes, notamment la 15e armée, qui dispose des chars les plus modernes de l'armée allemande. Pour les Alliés, ça risque d'être un carnage. Il faut donc chercher une autre solution. Plus au sud, il y a bien des ports, comme par exemple Dieppe. Dans l'absolu, des infrastructures portuaires permettraient de débarquer facilement des troupes et du matériel. Le problème, c'est que les Alliés ont déjà tenté le coup 2 ans plus tôt à Dieppe, et ça a été un fiasco. Près de 3000 morts. Les ports sont trop bien défendus. Alors il ne reste plus qu'une solution, ce sont les plages. Et les plus grandes sont en Normandie. Des dizaines de kilomètres de vastes étendues, les seuls à pouvoir accueillir une immense armée de 156 000 hommes. Sauf que le terrain est à découvert et sous le contrôle des canons allemands. Car à l'époque, voilà ce à quoi s'exposent les Alliés s'ils se lancent à l'assaut du littoral français. Une sorte de mur, le mur de l'Atlantique. Sur les 2000 km de nos côtes, Hitler a fait construire des centaines de bunkers qui abritent des canons puissants et ultra sophistiqués, derrière lesquels il y a des centaines de milliers de soldats allemands prêts à refouler toute tentative de débarquement. Les Anglais sont très nerveux à l'idée de monter une attaque à grande échelle. Ils veulent être sûrs que c'est le bon moment. Ils avaient peur, ils respectaient énormément l'adversaire allemand et ils craignaient d'être tout simplement repoussés et de devoir réembarquer. Alors, envisager d'attaquer frontalement, ce qui est à l'époque l'armée la plus puissante de la planète, est tout simplement suicidaire. Faire débarquer 170 000 hommes sur des plages découvertes et très bien défendues, c'est l'un des paris les plus extraordinaires de l'histoire. Le pari est donc énorme, mais en juillet 1943, les états-majors de Churchill et Roosevelt prennent la décision. Le débarquement aura lieu en Normandie. C'est alors que pour minimiser le risque, pour être certain qu'il y aura le moins de troupes allemandes possible face aux Alliés lorsqu'ils débarqueront, Churchill va élaborer un plan machiavélique pour tromper rien moins qu'Adolf Hitler en personne. Il veut faire croire au Führer qu'un débarquement est bien en préparation, mais qu'il va avoir lieu ailleurs qu'en Normandie. Il est essentiel de prendre l'ennemi par surprise. Il faut le piéger. La manipulation stratégique fait partie de la personnalité britannique. C'est une manière bien à eux de regarder les choses. Observer une situation en prenant du recul et essayer de voir ce qu'on pourrait faire en sous-main, en coulisses. Comment la situation pourrait être retournée, manipulée dans un sens très précis. En novembre 1943, l'opération de manipulation est baptisée Fortitude.
Dans son bunker, le Premier ministre en confie la mise en œuvre à une unité ultra secrète, la London Controlling Section. Voici l'unique photo qui existe de cette unité dont l'existence n'a été révélée qu'en 1969. Le patron de la Controlling Section se nomme John Bevan. C'est un homme de confiance de Churchill. Son idée, c'est de persuader Hitler que le débarquement aura lieu dans le Pas-de-Calais et ainsi pousser les Allemands à y masser toutes leurs troupes. Pour que la manipulation fonctionne, les hommes de Bevan vont avoir une idée géniale, mais une idée totalement farfelue. Ils veulent créer une énorme armée fantôme, une armée totalement fictive. Et ils veulent faire croire qu'elle va attaquer le Pas-de-Calais. Et voilà ce qu'ils ont en tête pour créer une armée en toc. Fabriquer de faux avions, de faux camions, de faux canons, de faux chars, et les déployer de la façon la plus ostensible qui soit, juste en face du Pas-de-Calais, dans le sud de l'Angleterre, dans la région du Kent. Il faut dire que l'endroit est idéal pour se faire repérer par les Allemands. C'est une région de vastes campagnes totalement plates. Les avions espions ennemis pourront ainsi détecter facilement les pseudo-installations militaires. Cette armée fantôme, John Raymond en connaît tous les secrets. Cet historien est le seul à l'avoir étudié dans ses moindres détails. Voici un des lieux typiques où il était prévu que stationnent des unités de l'armée fantôme. Pas trop loin de la route, pour que les véhicules puissent accéder. Juste un joli petit champ du Kent. C'est parfait. C'est donc là que devra être positionnée la plus grande armée fantôme jamais imaginée. Il fallait recréer visuellement une armée de A à Z. Mais en fait, c'était un rideau de fumée. Mais la tâche est complexe. Nous sommes en novembre 1943. Or, le débarquement doit avoir lieu dans moins de 6 mois. Il faut donc trouver le moyen de fabriquer rapidement des leurres fiables et en très grande quantité. Pour y arriver, l'équipe de John Bevan va recourir à une technologie de pointe en plein essor. Pour la découvrir, il faut quitter l'Angleterre, direction New York. Tous les ans, pour les fêtes de fin d'année sur la 5e avenue, le grand magasin Macy's organise une spectaculaire parade avec d'immenses personnages pour amuser les enfants. Un spectacle qui rassemble des millions de New-Yorkais. Ce sont justement ces personnages qui ont frappé l'imagination de l'équipe de John Bevan. Ces géants sont fabriqués dans un matériau révolutionnaire qui s'appelle le caoutchouc, une matière légère et particulièrement résistante. C'est exactement ce que recherche l'équipe de Bevan pour son armée fantôme. Alors pour produire les leurs, l'industrie américaine est contactée et le géant Goodyear est mis à contribution. En février 1944, la production commence. Et quelques semaines plus tard, les premiers éléments de la fausse armée sont livrés dans le Kent, en Angleterre, pour être maintenant gonflés par des équipes qui sont chargées de la mise en scène. Leur tâche consistait à créer l'illusion d'une armée de 40 divisions stationnées dans le Kent. C'est tout de même l'équivalent de 800 000 hommes. Le résultat est franchement bluffant. En quelques minutes seulement, les équipes du camouflage parviennent à gonfler un char américain. Il fait plus vrai que nature, avec tourelles, chenilles et canons. L'illusion est parfaite. Et les soldats les manipulent avec une facilité étonnante. Comme prévu, ils sont légers et incroyablement résistants.
Par moment, les soldats devaient déplacer les leurs en pleine journée. Et on raconte qu'un jour, un fermier qui passait par là a vu 4 soldats qui portaient un tank Sherman. On ne sait pas ce qu'il a vraiment pensé, mais il a dû se dire « Mon Dieu, les rations militaires doivent être excellentes pour qu'il puisse ainsi soulever un char. » Les équipes de camoufleurs ne négligent aucun détail. Ils vont jusqu'à rajouter derrière les colonnes de chars en caoutchouc de vraies traces de chenilles comme celle-ci. Mais l'équipe de Bevan a également commandé des centaines de fausses barges de débarquement qu'elle a disposées sur toutes les côtes du Kent et dans les rivières de la région. Le décor est désormais en place, celui d'une gigantesque armée qui s'apprête à traverser la Manche vers Calais. Une armée en toque qui porte même un nom, FUSAG, ce qui signifie First US Army Group. Mais pour qu'elle soit parfaitement crédible, il lui manque encore un élément clé, un chef. Alors le patron de Fortitude, John Bevan, va exiger qu'on nomme à la tête de cette armée fantôme un commandant, mais un vrai. Il va débaucher le plus connu. Le général américain Patton, celui que les Allemands redoutent le plus. Ils l'admirent. Pour eux, c'est un grand général. C'est un fonceur, c'est un excellent stratège, c'est un officier qu'ils aimeraient bien avoir dans leur armée. Casque lourd sur la tête, colt à crosse d'ivoire à la ceinture, Patton est le militaire le plus médiatique de l'armée américaine. Il s'est forgé une réputation de guerrier intrépide. C'est un bulldog. C'est un bulldog. Ces hommes qui les mènent vraiment à la baguette, quoi. C'est pas le genre de gars qui va les border le soir. C'est surtout un fonceur. Campagne d'Afrique du Nord, débarquement en Sicile. Depuis le début de la guerre, il enchaîne les succès coup de poing contre les Allemands. Mais surtout, Bevan va utiliser une des caractéristiques du personnage. Patton adore par-dessus tout les projecteurs et les caméras. Il ne passe jamais inaperçu. Alors, Bevan lui organise des tournées d'inspection dans le Kent pour crédibiliser l'existence de l'armée fantôme aux yeux des Allemands. Et Patton joue son rôle à merveille. Patton a été photographié dans le sud de l'Angleterre pour faire croire qu'il est à la tête d'une très grande armée basée dans le sud-est du pays et qu'il s'apprête à attaquer le Pas-de-Calais. Les Allemands ont parfaitement gobé l'information selon laquelle le FUSAG était commandé par Patton. Et à partir du moment où ils l'ont cru, ils s'attendaient à retrouver partout la preuve de cette information. Alors, quand ils ont vu ces photos, pour eux c'était logique, il arrive. Et la presse s'empare du personnage. Nous avons par exemple retrouvé un numéro du Daily Express, un grand quotidien anglais, daté du 24 avril 1944. En page 4, un entrefilet annonce que Patton jouera un rôle dans l'ouverture d'un second front en Europe. C'est le genre d'allusion que recherche Bevan, car il sait que les Allemands qui lisent la presse alliée vont en déduire qu'un général de son rang est forcément à la tête d'une grande armée. C'était l'image qu'il fallait envoyer aux Allemands en utilisant les journaux ou les canaux diplomatiques qui étaient de connivence avec les Allemands. Il fallait passer le message que Patton était bien ici. Des divisions blindées en caoutchouc, un général en chef charismatique, tout concourt à laisser penser aux Allemands que le débarquement aura bien lieu dans le Pas-de-Calais. Mais combien de temps vont-ils encore croire à cette supercherie? En ce mois d'avril 1944, John Bevan est de plus en plus hanté par cette question. Il faut dire que de l'autre côté de l'Angleterre, au sud-ouest du pays, la véritable armée alliée se prépare. Et Bevan n'a qu'une crainte, que les Allemands comprennent qu'elle vise les grandes plages de Normandie. Alors pour éviter un tel risque,
Il faut faire en sorte que les Allemands aient leur attention totalement focalisée sur la fausse armée et surtout que l'éventualité d'un débarquement dans le Pas-de-Calais devienne une obsession. Pour y parvenir, John Bevan pense avoir l'homme qu'il faut. Il s'agit d'un aventurier, un personnage totalement inconnu du grand public et qui pourtant a fortement contribué à changer le cours de l'histoire. L'histoire de cet homme commence en Espagne, 5 ans plus tôt. Nous sommes à Madrid en 1939. Une guerre civile a ravagé le pays pendant près de 3 ans. Des combats fratricides ont fait plus de 150 000 morts. Désormais, le pays est dirigé par un dictateur, le général Franco. Et il y a un homme qui a été particulièrement horrifié par les atrocités de la guerre. Il s'appelle Juan Pujol, il a 24 ans. Et il a décidé de consacrer sa vie à combattre toute forme de dictature. C'est ce qu'affirme celui qui le connaît le mieux, son fils aîné. C'était une question d'idéalisme. Pour lui, rien ne justifie que des gens meurent à cause de la guerre. Il voulait mettre fin au conflit. Son expérience de la guerre civile espagnole lui a appris que les nazis vont détruire la civilisation en Europe. Et il est déterminé à faire en sorte que l'Europe ne connaisse pas ce qu'a subi l'Espagne. Et pour combattre les nazis, le jeune homme va élaborer un projet un peu fou. Un matin de janvier 1941, Juan Pujol se dirige d'un pas décidé vers l'ambassade de Grande-Bretagne. Il a dit « Je veux vous aider ». Qu'est-ce que je peux faire pour aider l'armée américaine et l'armée anglaise? Je pourrais être espion. Un total inconnu qui propose ses services en tant qu'espion alors qu'il n'a aucune expérience en la matière. Pour les Anglais, il s'agit d'un farfelu, ils vont lui répondre sans ménagement. Mais qui est ce type ? Le diplomate anglais qui l'a interrogé lui a dit « Occupez-vous de vos affaires. L'Espagne est neutre, vous n'êtes pas compétent, restez en dehors de tout ça. » Pujol est très déçu. Il ne pensait pas être congédié aussi brutalement. Il comprend que pour gagner la confiance des Anglais, il va devoir faire ses preuves. Alors il va se lancer dans une aventure très risquée. Quelques jours plus tard, à Madrid, le jeune Espagnol se rend aux 2 promenades de la Castillana. C'est l'adresse d'une autre ambassade, l'ambassade du pays qu'il déteste le plus, l'Allemagne. Car il a en tête un drôle de stratagème. La seule façon d'intéresser les Anglais, c'est d'offrir ses services d'espion aux Allemands d'abord et d'obtenir suffisamment d'informations de leur part. Ensuite, il retournera voir les Anglais et il leur dira « Regardez les informations que j'ai obtenues. Vous avez besoin de ces renseignements ? Vous avez besoin de moi. » Juan Pujol propose donc ses services d'espion aux nazis avec la ferme intention de les trahir ensuite au profit des Alliés. Pour être pris au sérieux, il n'hésite pas à mentir. Il prétend qu'il est fonctionnaire au ministère espagnol des Affaires étrangères et qu'il possède même un passeport diplomatique qui lui permet de se rendre facilement en Angleterre. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, les Allemands vont tomber dans le panneau. Trouver quelqu'un qui souhaite aider les Allemands en proposant d'espionner les Anglais, un volontaire, c'est un cadeau du ciel. En particulier, quand on sait que les Allemands manquaient cruellement d'espions sur le terrain, en Grande-Bretagne. Car en effet, à l'époque, les espions du Reich sur le sol anglais ont quasiment tous été démasqués et arrêtés. Alors à l'ambassade allemande, le responsable des services secrets, un certain Karl Erich Kulenthal, décide de tester Juan Pujol.
Voici la feuille de route qu'il lui confie avec des questions extrêmement précises. Quel modèle d'avion équipe les escadrilles de la Royal Air Force? Ou encore, comment est composé le commandement central des bombardiers? Pour répondre à ces questions, Pujol doit se rendre en Grande-Bretagne. Une aventure incroyable est sur le point de commencer. Pour rejoindre l'Angleterre depuis l'Espagne, en cette période de conflit, il faut en principe passer par le port de Lisbonne au Portugal. C'est donc dans la capitale portugaise que Pujol se rend en juillet 1941. Mais en fait, il n'a aucune intention d'aller plus loin. Une fois sur place, il s'installe à la bibliothèque municipale. Et pendant plusieurs mois, il pioche dans des guides de voyage, dans des encyclopédies. Il fait appel à son imagination et enjolive les détails. Et il fait parvenir au service secret allemand de pseudo-renseignements qui semblent crédibles, mais qui sont totalement fictifs. Il avait une imagination débordante. Il a inventé des tas d'histoires. Par exemple, à propos d'un énorme bateau de débarquement qui sera testé sur le lac Windermere, au nord du Royaume-Uni. Il a tout inventé. Car si le lac Windermere existe vraiment près de l'Écosse, le bateau géant décrit par Pujol n'a, lui, jamais existé. Et le plus incroyable, c'est que le responsable des services secrets allemands, Karl Erich Kulenthal, n'y voit que du feu. C'est un miracle que les Allemands n'aient pas lu ces messages et pensé « ça n'a aucun sens ». Ainsi, le jeune Espagnol va faire parvenir aux Allemands des dizaines d'informations bidons et gagner leur confiance. Et alors que quelques mois plus tôt, les Anglais n'avaient pas voulu de Pujol comme espion, ce sont eux maintenant qui vont sérieusement s'intéresser à lui. Son destin va se jouer dans la campagne anglaise, au nord de Londres, sur le domaine de Bletchley Park. Derrière ce paysage bucolique et cet imposant manoir, se cache en réalité l'un des lieux les plus secrets du dispositif allié, car c'est ici que les Anglais ont concentré leurs services de contre-espionnage. Churchill y a réuni en particulier les meilleurs cerveaux britanniques pour une mission de la plus haute importance: intercepter et surtout décrypter tous les messages radio de l'armée allemande. Les Anglais, à Bletchley Park, ont pris les plus grands cerveaux britanniques. C'est tous des gens qui sortent des plus hautes universités britanniques. C'est la bande d'Oxford et la bande de Cambridge. Tout ce que l'Angleterre compte de mathématiciens brillants, d'ingénieurs, de linguistes et d'experts militaires est rassemblé ici. Dans le plus grand secret, ils ont mis au point une machine incroyable, l'ancêtre des tout premiers ordinateurs. C'est la machine Ultra, un énorme calculateur, le plus puissant de l'époque. Grâce à lui, depuis 1941, les Alliés ont réussi à casser les codes utilisés par l'ennemi pour crypter ces messages radio. Les Allemands l'ignorent, mais une grande partie de leurs échanges top secrets sont donc interceptés et décodés par les Anglais. Et en avril 1942, c'est un message très particulier que Bletchley Park va intercepter, un message qui va intriguer les services au plus haut point. Ce message, le voici. À la date du 2 avril 1942, un espion allemand utilisant le nom de code Alary et basé à Madrid informe les services secrets allemands que 15 navires britanniques vont quitter en convoi le port de Liverpool. Traverser l'Atlantique, passer le détroit de Gibraltar et ravitailler les troupes alliées en Méditerranée sur l'île de Malte. Lorsqu'ils décodent ce message, les Anglais sont très surpris, car en réalité, aucun convoi de ce type n'est prévu. Ils se sont dit, mais c'est faux. Ces messages disent n'importe quoi. Les Alliés savaient très bien que ce convoi n'existait pas.
Mais les Allemands, eux, croient dur comme fer à ce qu'affirme cet espion. Quelques jours plus tard, des navires allemands se lancent à la poursuite du convoi imaginaire et passent des jours entiers à quadriller la Méditerranée à sa recherche. Les Anglais n'en reviennent pas. Les Alliés ont été bluffés par l'énorme effort de l'ennemi en Méditerranée pour trouver et détruire ce convoi qui n'existait pas. C'est le message d'un seul homme qui a mis en mouvement toute une troupe. Alors les Britanniques décident d'en savoir plus sur ce drôle d'espion capable de faire gober n'importe quoi aux Allemands. Il est clair que, quelle que soit l'identité de cet étrange espion, il a la confiance des Allemands et il faut qu'il travaille pour les Anglais. Juan Pujol est l'agent parfait pour intoxiquer l'adversaire. Vous fournissez à votre ennemi des petites pièces du puzzle. Toutes ces petites choses, prises indépendamment, ne signifient rien, mais mises bout à bout, elles racontaient une histoire aux Allemands. C'est le plus formidable coup de bluff de la réussite alliée en 1944. This is D-Day. Alors les Britanniques décident d'en savoir plus sur ce drôle d'espion capable de faire gober n'importe quoi aux Allemands. Il est clair que, quelle que soit l'identité de cet étrange espion, il a la confiance des Allemands et il faut qu'il travaille pour les Anglais. Les services de Bletchley Park se lancent sur la trace du mystérieux espion et ils découvrent rapidement qu'Alaric n'est autre que Juan Pujol, le jeune Espagnol qui s'était porté volontaire pour rejoindre l'espionnage anglais. Aussitôt, l'homme est recruté, le faux espion allemand devient un vrai agent double au service des Alliés. Il adopte un nom de code, ce sera Garbo, en hommage à l'actrice américaine. La meilleure façon de manipuler l'ennemi, c'est d'utiliser un agent double. Et ils vont se dire, Juan Pujol est l'agent parfait pour intoxiquer l'adversaire. Et ce manipulateur surdoué, les Anglais vont l'affecter à leur opération secrète la plus importante, Fortitude. Juan Pujol, alias Garbo, s'installe dans une rue du centre-ville de Londres, près de Jermyn Street. Pour que les Allemands n'aient plus aucun doute sur l'existence de Fusag, une armée d'1 million d'hommes stationnés dans le Kent face à Calais, il faut que plusieurs témoignages différents confirment l'information aux Allemands. Alors Garbo a une idée géniale. Il explique à ses interlocuteurs allemands qu'il a réussi à recruter de nouveaux espions dans toute l'Angleterre. 27 agents en tout qui travailleraient pour lui. Son imagination est débordante. Il y avait un étudiant vénézuélien installé à Glasgow, un Indien nationaliste à Douvres, et même un serveur dans une cantine du sud de l'Angleterre. Et tous ces personnages n'existaient que dans sa tête. Et pendant 6 mois, tous les jours, depuis son petit bureau londonien, Garbo va rédiger les centaines de faux messages que sont censés lui faire remonter ces espions imaginaires. Garbo travaillait jusqu'à 3 heures par nuit sur la radio pour transmettre ses rapports à ses responsables allemands. Je me souviens que maman était préoccupée parce que papa devait sortir toutes les nuits. Et il passait de longues heures à travailler pour écrire les messages et les envoyer. Pris séparément, les messages de Garbo ne donnent que des informations très succinctes. L'un affirme qu'il y a des barges de débarquement à Shoreham, un autre que des hydravions américains ont été aperçus sur la côte,
Un autre parle encore de 3 divisions positionnées entre Douvres et Canterbury. Mais mis bout à bout, ces centaines de petits messages vont habilement conduire les Allemands à se convaincre que l'armée de Patton va attaquer le Pas-de-Calais. Toutes ces petites choses, prises indépendamment, ne signifiaient rien, mais mises bout à bout, elles racontaient une histoire aux Allemands. Vous fournissez à votre ennemi des petites pièces du puzzle. Les Allemands reçoivent ces pièces de puzzle et se disent « Ah ah, Fusag !» Il y a donc bien une armée qui se met sur pied dans le sud-est de l'Angleterre et nous pouvons le déduire de tous les petits messages que Garbeau nous envoie. Les Allemands mordent à l'hameçon. À Berlin, l'état-major d'Adolf Hitler est maintenant convaincu que les Alliés se préparent à débarquer dans le Nord. D'ailleurs, des avions allemands n'ont-ils pas ramené ces photos aériennes qui montrent de nombreuses barges de transport de troupes dans le port de Douvres, face à Calais? Les Allemands sont loin de se douter que cette armée impressionnante est constituée de leurres en caoutchouc. Ils ne peuvent pas imaginer que ces bateaux sont des jouets gonflables. D'ailleurs, sur cette carte d'état-major allemande, on peut voir où les espions du Reich estiment que les forces anglo-américaines sont positionnées. Au sud-est, dans le Kent, ces petits drapeaux représentent des centaines de milliers d'hommes et des blindés. En réalité, dans cette région, il n'y a que des chars factices. Cette carte est datée du 15 mai 1944, à moins d'un mois du jour J. Pensant faire barrage au débarquement, l'armée allemande va maintenir une grande partie de ses troupes dans le nord, des dizaines de milliers d'hommes, et en particulier la redoutable 15e armée. C'est exactement ce que voulait Garbeau. C'est exactement ce dont avaient besoin les Alliés pour réussir leur opération en Normandie. Vers 2 heures du matin, le 6 juin 1944, l'opération Overlord commence. C'est le destin de toute l'Europe qui se joue, la plus grande invasion militaire de tous les temps. Près de 7000 navires provenant de 8 marines différentes, dont l'US Navy, la Royal Navy britannique et aussi les forces navales françaises libres. À leur bord, 132 000 soldats. Parmi eux, il y a beaucoup d'hommes très jeunes, comme John Roman. Aujourd'hui, il a 89 ans. À l'époque, en 1944, il en a tout juste 19. Comme 1,5 million de jeunes Américains, il a traversé l'Atlantique à la découverte d'un continent sur lequel il n'avait jamais mis les pieds. Il fait partie des premières unités du débarquement. La veille encore, il ignorait sa destination finale. Je ne savais même pas que nous allions en France. Dans le bateau, on ne savait pas où on allait. Dans la seule journée du 6 juin, avec les parachutistes, ce sont en tout 156 000 hommes qui vont tenter de débarquer sur 5 plages de Normandie. Le bateau de John et de son régiment se dirige vers Utah Beach. Le voyage est atroce. Je ne savais pas combien de temps exactement cela allait durer. J'avais peur. J'avais vraiment peur. On était malades. La mer était très agitée. On vomissait tous. À 6h30, les premières troupes partent à l'assaut. Le navire de John est encore loin de la plage lorsque le lieutenant donne à son régiment l'ordre de sauter. Lui et ses camarades vont devoir parcourir plusieurs centaines de mètres dans l'eau avec 40 kilos de matériel sur le dos. J'avais de l'eau jusque-là, et moi je ne sais pas nager. Mais on avait de gros sacs à dos, et ça nous portait comme des bouées. Alors, on a couru jusqu'au rivage. Face aux GIs, les soldats allemands ont un énorme avantage. Ils sont à l'abri dans des positions fortifiées
équipés de mitrailleuses et de canons. On était bombardés par les Allemands. Et beaucoup d'entre nous ont été tués. À Utah Beach, 200 camarades de John sont fauchés par les balles allemandes. Et sur les 4 autres plages du débarquement, les pertes sont plus lourdes encore. Plus de 3500 soldats tués en quelques heures et 2 fois plus de blessés, en particulier sur Omaha Beach, qui gardera le triste surnom de Bloody Omaha, Omaha la sanglante. Mais après des heures de combat, les Alliés prennent l'avantage. Américains, Anglais et Canadiens s'emparent des positions stratégiques. En 3 jours, la côte sera aux mains des libérateurs. Le débarquement est réussi. Et la priorité des Américains désormais, avant de progresser vers Paris, c'est de s'emparer de Cherbourg, le plus grand port de la région. C'est vital pour assurer la logistique et le ravitaillement des troupes. Sur les routes de Normandie, les premiers contacts ont lieu entre civils et soldats. Comme beaucoup de GIs, John est accueilli en héros par des Français enthousiastes et par de jeunes femmes volontiers démonstratives. Elle chantait, elle sautait. Elle nous offrait du vin et tout ce qu'elle pouvait. Elle montait sur les jeeps, elle devenait folle. Ça ne me dérangeait pas. Paulette Caru a 94 ans. À l'époque du débarquement, elle n'en a que 24 lorsqu'elle voit pour la première fois des soldats américains. Quand on les a vus arriver, ils étaient grands, ils avaient des gants. Je croyais que les soldats français, ils avaient des gants. En plus de ça, ils avaient des chaussures avec du caoutchouc en dessous, ils ne faisaient pas de bruit. Ils avaient le poignard, ils avaient les grenades. Les enfants aussi sont fascinés par ces soldats venus d'une autre planète. Comme Francis Lepécœur, qui a 8 ans lorsqu'il découvre les GIs. Des soldats d'une très grande gentillesse, qui nous gavaient de friandises, de cigarettes pour les adultes. Et pour nous, ils venaient d'un autre monde, quoi. C'était quelque chose de phénoménal. Ils nous donnaient du chocolat, ils donnaient du sucre, parce que j'en manquais de sucre. Des bonbons, c'était bizarre, ça. Le chewing-gum, nous avons découvert le chewing-gum, que nous ne connaissions pas. Ils nous avaient dit surtout ne pas avaler, parce que mais nous ne savions pas. Seulement sur le plan militaire, l'état-major allié se rend compte que la bataille de Normandie s'annonce bien plus longue et bien plus meurtrière que prévu. En particulier à cause de la configuration du terrain, ce qu'on appelle le bocage normand. Ici, les champs sont séparés par des haies de plusieurs mètres de haut, des buttes parfois couvertes de végétation. Elles sont propices aux embuscades ennemies et elles ralentissent les blindés. Les Alliés ont été obligés en Normandie de conquérir le bocage haie par haie. Et derrière chaque haie, vous pouviez avoir un tireur d'élite qui pouvait décimer une compagnie. Il faut parfois des journées entières de combat et des dizaines de morts pour avancer de quelques mètres. Alors que Cherbourg, le port stratégique, devait être pris en 1 semaine, il en faudra 3 pour atteindre l'objectif. Les pertes sont très lourdes et le moral est en chute libre. Les hommes n'ont plus moralement, psychiquement, l'ardeur à combattre et qu'ils sont dans un état de nerfs, dans un état psychique tout à fait désastreux. Pour conserver son avantage sur le terrain, l'armée US va devoir sortir les grands moyens pour remotiver ses GIs. À l'arrière de la ligne de front, l'armée américaine va monter d'immenses camps de repos. On les appelle les Rest and Relax.
en français, repos et détente. On y trouve des rations de repas améliorées. On y lit les journaux américains. On y reçoit le courrier de la famille. Et on y joue au baseball, comme à la maison. L'American Way of Life, importé dans le bocage normand. Le repos du guerrier, c'est toujours important. Il est toujours important pour un état-major, pour le commandement, parce qu'il s'agit effectivement de garder un œil sur ses troupes et de leur offrir des divertissements. Et sans ces distractions offertes par l'armée, on peut penser que ces soldats vont être dans une situation de déshérence. On ne sait pas ce qu'ils vont devenir, ce qu'ils vont faire. C'est une façon de sortir de la guerre, un temps, de se détendre, de faire en sorte qu'on ait un bon soldat quand il revient au combat. Les GIs qui ont le mal du pays doivent se sentir exactement comme chez eux. Alors à la ville, comme au champ, l'armée va convier ses soldats au cinéma et leur projeter les grands succès d'Hollywood comme Casanova Brown avec Gary Cooper ou Le Dictateur de Charlie Chaplin. Francis, qui à l'époque a 8 ans, découvre les films américains dans un cinéma monté en pleine campagne. Il y a eu la première séance de cinéma que j'ai connue de ma vie, c'était dans un champ à 1 kilomètre d'ici. On nous a passé un film, c'était Charlot à l'époque. Alors là, nous étions... Nous ne savions pas ce que c'était que le cinéma, j'avais jamais vu un film. Et là, c'était l'émerveillement, quoi. Mais l'état-major américain sait que le sport et le cinéma ne suffiront pas pour remotiver ces jeunes hommes privés de leurs petites amies depuis des mois, et il faut donc aussi leur offrir l'occasion de faire des rencontres féminines. Alors l'US Army va se mettre à organiser des bals. Les unités et les régiments qui sont stationnés dans la région de Cherbourg et ailleurs organisent des bals, tout simplement parce qu'ils ont besoin de trouver les meilleurs moyens de se détendre. Et quand même le meilleur moyen, en dehors du sport, de la lecture, c'est de danser, c'est d'écouter de la musique, c'est de côtoyer des jeunes femmes. Ils ont la vingtaine, ils sont loin de leur petite amie, et ils veulent juste avoir une fille avec qui danser, avec qui parler, avoir de la compagnie. Cherbourg est libéré le 27 juin 1944 et à partir de cette date, on va y danser presque chaque semaine. Il faut dire que le port accueille près de 30 000 hommes qui vont assurer l'approvisionnement du front pendant de longs mois. Alors pour eux, l'armée américaine va mettre sur pied pas moins de 12 orchestres formés par des GIs musiciens. Dans leur pactage, ils amènent leurs trompettes, ils amènent leur saxophone, le trombone. Ils trouvent aussi sur place parfois de quoi s'exprimer, piano, batterie. On dansait de tout, là, nous. On dansait des danses autrefois, hein. Pas des remues-fesses comme maintenant, on dansait des danses. Et n'importe quel lieu fait l'affaire, comme cette usine désaffectée, l'usine Amio, où se tient en 1944 l'un des bals les plus réputés de la région de Cherbourg. Le premier bal qu'il y a eu, donc c'était à l'usine Amio, on était 2000. Oh, quelle soirée! Ce soir-là, un GI invite Paulette pour une danse. Elle est époustouflée par son style. Oh, une Yannis dansait, il fallait voir comment elle faisait qu'elle peut dire God, God. Ces bals, c'est un vent de liberté pour les Français. Des scènes comme celle-ci, on n'en voyait plus en France. Après 4 ans, ces fameuses années noires, les bals, tout le monde est preneur, hein, les civils comme les militaires. Et pour que leurs GIs aient toute leur chance avec les Françaises, l'armée américaine va éliminer la concurrence. Certains bals sont réservés exclusivement à l'agent féminine. Par exemple, dans une annonce parue dans la presse locale, l'armée met à la disposition des Françaises des transports spéciaux pour les emmener danser. Des voitures prendront les invités et ES à 19h devant le collège de jeunes filles rue de la Duchée.
Quand il y avait des bals comme ça, dont les hommes français étaient exclus, eh bien, ils restaient devant la porte et provoquaaient parfois des bagarres. Mais vous voyez bien pourquoi ils n'invitaient pas les hommes. Sinon, il n'y aurait plus assez de femmes pour danser avec les GIs. De ces rencontres organisées vont naître beaucoup de flirts sans lendemain, mais aussi parfois des histoires d'amour. Quelques mois après avoir débarqué à Utah Beach, John Roman se trouve à l'est de la France, dans les Ardennes, à Charleville, tout juste libéré. Et un soir, sa vie bascule. Un ami est venu et m'a dit « Hey John, viens, on va boire une bière. » Alors nous sommes allés dans un café, on a entendu de la musique, on est entré au bar et la musique a repris. Ce soir-là, John remarque Jacqueline. Elle a 17 ans, elle est secrétaire à la mairie. Il l'invite à danser, mais elle ne se laisse pas convaincre facilement. Jacqueline a refusé et elle est repartie s'asseoir. Je suis retourné au bar et je me suis dit « Ok, elle ne veut pas danser, mais je vais réessayer quand même. » Jacqueline a son caractère, mais John insiste et parvient à la séduire. Aujourd'hui, les deux amoureux sont toujours ensemble. Il continuait à venir à table, à m'embêter. Alors finalement, ma sœur me dit, mais danse avec lui une fois et puis il te laissera tranquille. 68 ans après, enfin il y a 67 ans, on n'a pas encore 68 ans. Il ne m'a pas encore laissé tranquille. Un an plus tard, Jacqueline épouse son beau GI à la mairie de Charleville et part vivre avec lui aux États-Unis. Ensemble, ils auront 6 enfants, 14 petits-enfants et 16 arrière-petits-enfants. Comme Jacqueline, 6000 Françaises ont épousé un GI dans l'année qui a suivi le débarquement. Mais ces belles histoires restent l'exception. Car les relations entre les soldats américains et les femmes françaises vont s'avérer parfois plus problématiques. L'armée américaine va même se trouver un peu débordée par la testostérone de ses soldats. Il faut dire que certains hommes de la troupe ont en tête de vieux clichés à propos des femmes françaises. Des clichés qui datent d'une guerre précédente, 30 ans plus tôt. Car pendant la Première Guerre mondiale, en 1917, les troupes américaines sont déjà venues se battre en France. Et parmi les souvenirs qu'elles ont rapportés aux États-Unis, il y a à Paris, les Champs-Élysées, mais aussi les petites femmes du Moulin Rouge, ou encore les prostituées de Pigalle. Ils ont trouvé une population libérée, où les femmes étaient plus libres sexuellement qu'aux États-Unis à cette époque. Beaucoup d'entre eux ont eu des expériences sexuelles à Paris. Et en rentrant aux États-Unis, ils ont raconté ces histoires, mais les ont exagérées auprès de leurs fils. Dans l'imaginaire, ces histoires-là vont vite et ça peut être émoustillant pour des soldats, des jeunes gens, des jeunes hommes qui sexuellement sont privés de relations depuis des mois. La mademoiselle française, La mademoiselle française, c'est une fille belle, gracieuse, séductrice et facile. Ces clichés ont la vie dure. Les responsables de l'armée américaine craignent qu'ils n'encouragent de mauvais comportements. Alors ils vont tout faire pour calmer les ardeurs de leurs GIs, mais pas toujours avec succès. Avant le débarquement, l'administration américaine a mis au point un guide de poche pour la France. Il a été distribué aux soldats à des centaines de milliers d'exemplaires à la veille du débarquement.
Les GIs y découvrent sur 72 pages des recommandations pour bien se comporter avec les Français. Et cela commence par de simples conseils de courtoisie. Apprenez certains termes essentiels en français, les formules de politesse comme « s'il vous plaît » et « merci » font partie des premières choses que l'on enseigne aux enfants. Ou encore, les Français se serrent la main pour se dire bonjour ou au revoir. Ils ne se tapent pas dans le dos, ce n'est pas la coutume chez eux. Plus loin, l'état-major alerte ses GIs sur l'hygiène toute relative de certains Français. Mouches, puces et poux sont beaucoup plus répandus que chez nous, mais la population s'en préoccupe moins. Dans votre intérêt, veillez à vous en préserver. Et il y a un point sur lequel le petit guide insiste particulièrement. Ce sont les femmes françaises, les mademoiselles, avec un message simple, pas touche. La fiction, dit-on, a trop souvent donné de la France l'image d'une nation frivole, où les clins d'œil entendus et les tapes coquines sur les fesses faisaient partie des manières acceptables. Autant d'idées préconçues à bannir tout de suite si vous tenez à éviter les problèmes. Le petit guide consacre aussi quelques lignes aux prostituées françaises et il déconseille fortement de les fréquenter avec un argument pour le moins surprenant. Beaucoup de prétendues prostituées françaises ont été recrutées dans les couches sociales les plus misérables d'autres pays occupés et elles sont en réalité des agents nazis infiltrés. Cette défiance vis-à-vis de la prostitution, c'est une obsession pour l'armée américaine en campagne. Et cela va la conduire à quelques maladresses. Lorsque la ville de Cherbourg est libérée, l'état-major s'est rapidement rendu compte que la ville comptait une 50aine de prostituées et 4 maisons closes en activité, dont celle-ci, la plus célèbre, située au 25 rue du Faubourg, mais que tous les habitués appelaient simplement le 25. 4 maisons closes, c'est 4 de trop aux yeux de l'armée américaine, qui redoute en particulier la propagation des maladies vénériennes comme la syphilis. Elle a d'ailleurs lancé de grandes campagnes de prévention sur le sujet. Des affiches comme celle-ci où on peut lire « Les hommes qui savent disent non ». Ou encore celle-là, elle pourrait bien être un sac d'ennui. Il s'agit de préserver la santé des soldats, pas pour sa santé proprement dite, mais parce que c'est un homme qui va combattre. On a besoin de lui, on a besoin de tout le monde. Et plus il y a de malades, moins on a de force. L'armée prend donc une décision radicale. Elle place les 4 maisons closes de Cherbourg off-limits, ce qui signifie qu'elles sont interdites aux troupes américaines. Tant pis pour les propriétaires de bordels qui pensaient profiter de l'arrivée de milliers de soldats. Le business semble très prometteur lorsque l'armée américaine donc investit la ville. Mais le haut commandement américain ne l'entend pas de cette oreille. Donc il met les maisons closes off-limits, elles sont interdites à la troupe. L'ennui, c'est que loin de résoudre le problème, l'interdiction des maisons closes aux GIs va l'aggraver. Dans les jours qui suivent, c'est dans les rues que des dizaines de prostituées clandestines vont offrir leur charme à des milliers de soldats qui cherchent à oublier la guerre. Certaines Françaises y verront même une opportunité d'arrondir leur fin de mois, et depuis sa fenêtre, Paulette remarque à l'époque un étrange manège chez sa voisine. Il y a une qui était mariée et que son mari tenait la caisse sur le palier. J'habitais en face et je les voyais entrer. On voyait entrer les soldats. Elle n'avait pas de sous, alors c'était l'occasion d'avoir 2-3 sous. Beaucoup n'ont plus de mari, beaucoup ne travaillaient pas. Ou avaient des salaires insuffisants pour leur permettre de vivre. La prostitution se répand partout à Cherbourg, jusqu'au pied de la statue de Napoléon. Et sur la plage du centre-ville, la police militaire est totalement débordée. Dans une tentative désespérée pour calmer la situation, l'US Army décide de rouvrir 2 maisons closes. Mais aussitôt, c'est larvé. Sur environ plus de 100 mètres, vous aviez la queue, c'est le cas de le dire, vous aviez la queue des soldats. Il y a eu une telle demande que des files d'attente se créent à l'infini dans les rues, des bagarres sans doute pour avoir une place dans la file d'attente
eh bien, apparaissent. Et je pense que des soldats aussi sont ivres. Les GI sont ivres parce qu'en Normandie, ils ont découvert un nouvel alcool, le Calvados. Partout, les libérateurs s'en sont vus offrir. Or, cet alcool local monte parfois à 60 degrés. C'est beaucoup plus fort que les bières américaines. John Roman s'en souvient encore. Comme beaucoup de ses camarades, il a bu son premier verre de Calva quelques jours après le débarquement. Eh bien, 70 ans plus tard, il en a un souvenir très vif. Une petite fille est venue avec une bouteille. Ça ressemblait à de l'eau. Je l'ai bu d'un coup. Et là, mon casque s'est mis à tourner dans tous les sens. J'ai rien compris à ce qui s'était passé cette journée. Passé l'étonnement du premier verre, les GIs prennent goût au Calva. Parfois, je parle de cette fameuse chanson « Sex and Drug and Rock'n'Roll ». Alors, pour les Américains à l'époque, c'était « Sex and Calva and Bebop ». Certains soldats américains en font une telle consommation qu'un trafic se met en place entre GIs et Normands. On échangeait, on troquait l'or noir, le pétrole, contre l'or jaune, le Calva. On dealait, on dealait. Alors, il y avait un taux, le litre de Calva, c'était 2 jerrycans, voire 3 jerrycans d'essence. Les plus malhonnêtes leur vendaient le Calva sorti de l'alambic, un taux d'alcool extrême, donc on peut comprendre que ça les ait complètement chamboulés, ces Américains, s'ils n'avaient pas l'habitude de l'alcool fort. Et même le cidre peut être très très fort. Prostitution clandestine et alcool. Il y a désormais des soirs à Cherbourg où les civils évitent certaines rues, de crainte de rencontrer des GIs ivres et bagarreurs. C'était des scènes de beuverie où l'alcool coulait à flot et où régulièrement les MP, la police militaire américaine, débarquaient pour calmer une bagarre, pour calmer des scènes d'ivrognerie, voilà quoi, et embarquer tout le monde à grand renfort de coups de matraque. On tire des coups de feu en l'air, on se bagarre, donc c'est un petit Chicago. Au fil des mois, la situation devient si préoccupante que le maire de Cherbourg, René Schmitt, s'en émeut dans cette lettre très officielle adressée au colonel commandant la police militaire américaine. « Mon colonel, écrit-il, j'ai l'honneur d'attirer votre attention sur la tenue de militaires américains qui, en joyeuse compagnie, se livrent à des débats immoraux, plage Napoléon, sous les yeux de nombreux enfants. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir exercer une surveillance sérieuse à cet égard et prendre toutes les mesures nécessaires contre les délinquants. » Mais la police militaire ne parviendra jamais à ramener totalement l'ordre dans les rues de la ville. Et pire, les dérapages des troupes américaines ne se limiteront pas toujours à ces tapages nocturnes ou à quelques chahuts alcoolisés. En certaines occasions, les événements vont virer au drame. En fin d'après-midi, ce 1er août 1944, 2 Américains en armes sont sortis du virage. L'un des soldats a dit que ce n'était pas un viol, que la demoiselle était consentante. Il a dit que la jeune femme de 19 ans était une menteuse. Des scènes de sauvagerie et de bestialité désolent nos campagnes. On pille, on viole, on assassine. Ça a toujours été calme, et puis il a fallu ce drame ce jour-là, et qui a marqué les gens comme moi et bien d'autres à vie, parce que c'est des choses qui ne s'effacent pas en fait. Les dérapages des troupes américaines ne se limiteront pas toujours à ces tapages nocturnes ou à quelques chahuts alcoolisés. En certaines occasions, les événements vont virer au drame. Il est alors question de violence, de viol, de crime. C'est un tabou de l'histoire auquel un homme a osé s'attaquer, bien longtemps après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour rencontrer cet homme, nous partons pour Cincinnati, aux États-Unis, à 400 km au sud-est de Chicago.
Robert Lilly est sociologue et criminologue. Il est professeur à la Northern Kentucky University. Il a consacré 20 ans à étudier les archives des tribunaux militaires américains, à analyser les rapports d'expertise, à confronter les témoignages. Et en 2003, il a publié un livre qui a fait l'effet d'une bombe. Son titre, La face cachée des GIs, les viols commis par des soldats américains, notamment en France pendant la Seconde Guerre. D'après Robert Lilly, les premiers viols en Normandie ont eu lieu quelques jours seulement après le débarquement. Plusieurs choses se combinent. Des soldats sans grande expérience militaire. C'était pas la crème de la crème, hein. Qui sont armés et qui sont ivres. Le résultat, c'est parfois une grande brutalité. Ces drames sont longtemps restés secrets. 70 ans plus tard, les témoins sont de plus en plus rares et peu d'entre eux ont envie de replonger dans ces souvenirs. Francis Lepécœur, souvenez-vous, c'est ce Normand qui, à l'âge de 8 ans, a découvert le cinéma grâce aux GIs. Pour nous, il a accepté de se souvenir d'un épisode douloureux de la guerre. Ce jour de 1944 où une cousine de sa mère a été violée par 2 soldats américains. Elle s'appelait Marie, elle avait 19 ans, elle était employée de ferme. Le drame a eu lieu ici même, près du village de Quétetot, 2 mois après le débarquement. En fin d'après-midi, ce 1er août 1944, 2 Américains en armes sont arrivés du chemin, là, ils sont sortis du virage et sont venus ici demander à boire à Madame Hébert, la patronne. Les 2 GIs réclament du cidre. Madame Hébert obéit et envoie son employée, Marie, chercher une bouteille au cellier. Mais après avoir bu, les soldats deviennent agressifs. Ensuite, ils sont venus vraiment gênants, entreprenants. Et Madame Hébert a été prise de panique. Elle a essayé dans un premier temps de demander du secours ici. Mais la personne avait très peur, elle a fermé la porte. C'était un peu embêtant, mais c'était comme ça. Et Madame Hébert a fait demi-tour, a perdu ses sabots ici à peu près. Elle est partie nu-pied et à l'endroit où il y a la petite barrière à peu près, elle a été rattrapée par un soldat qui l'a massacrée à coups de casque lourd sur les épaules, sur la tête. Et elle était très mal en point. Pendant ce temps, l'autre soldat entraîne Marie dans ce champ et la viole sous la menace d'un couteau. Alerté par les cris, le propriétaire de la ferme, M. Hébert, et un employé agricole tentent de s'interposer, mais ils sont attaqués à leur tour. Un de ces soldats a aligné l'employé, il a mis une balle dans le ventre. Monsieur Hébert, qui arrivait en même temps que son employé, on lui a cassé une crosse de fusil Garand américain sur la tête, sur les épaules, ce qui lui a valu des semaines et des semaines d'hospitalisation. Et le 2e Américain a également violé cette malheureuse jeune femme. Ça a toujours été calme, et puis il a fallu ce drame ce jour-là, quoi. Et qui a marqué les gens comme moi et bien d'autres à vie, parce que c'est des choses qui ne s'effacent pas, en fait. Dès le lendemain, la police militaire américaine ouvre une enquête. Elle reconstitue le déroulement du drame autour de la maison Hébert. Elle interroge les témoins. Sur la scène du crime, comme on dit aujourd'hui, elle retrouve les douilles des balles tirées. Les soldats du camp américain qui se trouvent à 1 kilomètre de la ferme sont tous interrogés et très vite, les coupables sont identifiés. Il y a du sang sur l'uniforme porté par l'un des soldats. Et lorsqu'il est rentré au camp, il essayait de le cacher. Mais il a été découvert. Et son nom était inscrit sur un pantalon. Alors ils ont été capables de démontrer qu'il se trouvait bien là. Le 2e soldat, lui, est confondu par les débris de sa carabine retrouvés sur la scène du crime. C'est avec cette arme qu'il a frappé M. Hébert. Les 2 GIs comparaissent devant une cour martiale américaine à Cherbourg. Le premier avoue le viol, mais le second nie tout en bloc.
L'un des soldats a dit que ce n'était pas un viol, que la demoiselle était consentante. Il a dit que la jeune femme de 19 ans, en fait, était une menteuse. À Cherbourg, c'est le choc, car dans les mois qui suivent, plusieurs faits divers impliquant des GIs vont faire les titres de la presse. Et dans le journal local, les éditorialistes s'en inquiètent. Des scènes de sauvagerie et de bestialité désolent nos campagnes, écrivent-ils. On pille, on viole, on assassine. Toute sécurité a disparu, aussi bien à domicile que par les chemins. C'est une véritable terreur qui sème l'épouvante dans les familles. Cela va mal finir. L'armée américaine a un problème de relations publiques sur les bras. Et tout cela est remonté directement à Eisenhower. Le général Eisenhower est le commandant en chef des forces alliées. Face aux crimes commis par les soldats américains, il a une ligne claire. Aucune clémence. Les 2 GIs qui ont violé Marie et tué un garçon de ferme sont condamnés à mort par pendaison. Eisenhower a dit « Exécutez-les près du lieu du crime. Pas derrière les murs d'une prison. Faites ça en public. Je veux que les soldats retiennent qu'on ne peut pas s'en tirer après un acte pareil. Et je veux que les Français sachent que nous faisons de notre mieux pour éviter cela. » L'un des 2 condamnés écrit tout de même à Eisenhower pour tenter d'obtenir une grâce. « Monsieur, je prie Dieu Tout-Puissant que votre bonté me donne une autre chance pour prouver que je suis un bon soldat et que je peux faire mon job pour délivrer le monde de cette guerre. » Mais Eisenhower reste inflexible. Comme il l'a ordonné, l'exécution a lieu dans un champ, près de la ferme Hébert, en public et en présence de Marie, la victime. La première exécution était prévue pour 10 heures du matin. Les soldats devaient monter sur un échafaud. Il y avait une plateforme avec une trappe. On les plaçait là, les mains attachées dans le dos. Puis on leur mettait la corde autour du cou. Et au signal, la trappe s'ouvrait. D'après les recherches de Robert Lilly, 49 soldats américains ont été condamnés à mort pour viol pendant la Libération. 21 ont été pendus. Mais tous les auteurs de viols n'ont pas été identifiés. Les archives de la justice militaire américaine recensent au total 181 affaires de viol par des GI sur le sol français entre juin 1944 et juin 1945. 181 cas officiels qui ne sont qu'un chiffre minimum. Il est probable que certaines femmes violées n'ont jamais porté plainte. Ces drames sont longtemps restés des tabous de l'histoire, des zones d'ombre éclipsées par l'héroïsme des combattants qui ont libéré la France. Car durant l'été 1944, ce ne sont pas moins de 2 millions d'hommes qui vont débarquer sur les plages normandes. Américains, Britanniques, Canadiens et même quelques centaines de Français, une armada fantastique pour nous libérer. Un rouleau compresseur qui de semaine en semaine va faire reculer les troupes d'Adolf Hitler. Et aboutir 3 mois plus tard à la libération de Paris le 25 août 1944. Cette victoire a été rendue possible par l'intervention anglo-américaine, bien sûr. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il y a eu aussi dans l'ombre des actes de bravoure, des actes héroïques qui ont été réalisés par des anonymes, des résistants, de très jeunes Français, qui ont fait preuve d'un courage inouï, de façon isolée, complètement livrés à eux-mêmes. Et s'ils ont été si seuls, c'est parce que depuis des mois, la résistance française et surtout son chef sont tenus à l'écart par les Alliés. Nous sommes à Londres ce lundi 4 juin 1944. Dans moins de 48 heures, l'opération Overlord va commencer. Et le général de Gaulle est furieux. Il vient seulement d'être mis au courant de l'heure
et du lieu du débarquement. Pourtant, depuis son quartier général de Carlton Gardens, cet officier supérieur incarne la résistance française face à l'armée allemande qui occupe le pays. Seulement voilà, Winston Churchill, le Premier ministre britannique et surtout Franklin Roosevelt, le président américain, jugent le français incontrôlable. Roosevelt a même insisté pour tenir de Gaulle éloigné des plans du débarquement. Roosevelt se méfiait des idées soi-disant antidémocratiques, autoritaires de Gaulle. Il trouvait qu'il faut se méfier des militaires en politique. Cette mise à l'écart est d'autant plus étonnante qu'en juin 1944, de l'autre côté de la Manche, en France, la résistance représente une force non négligeable. Près de 100 000 hommes et femmes armés répartis sur tout le territoire. Mais pour l'état-major allié, pas question pour autant de faire de la résistance un partenaire militaire à part entière. Les Alliés n'ont pas véritablement intégré la résistance dans leur plan d'action. Ils ont toujours considéré, pour reprendre la formule du général britannique Morgan, que la résistance était un bonus. En d'autres termes, il fallait faire sans la résistance. Et puis, si la résistance était capable d'agir, tant mieux, les Alliés en recueilleraient le bénéfice. Et pourtant, malgré cette forme de mépris, les Alliés vont bénéficier d'un appui pour le moins conséquent. Celui de très jeunes hommes et de très jeunes femmes, des Français qui ont décidé d'agir au péril de leur vie pour apporter leur contribution à la libération. L'une des opérations les plus héroïques reste l'une des plus méconnues, une opération à première vue bien éloignée des plages de Normandie. Nous voici à Jonzac, dans le sud-ouest de la France, un village tranquille, à une centaine de kilomètres au nord de Bordeaux. Pourtant, en ce début juin 1944, cette commune de 3000 habitants abrite un élément stratégique du dispositif allemand en France. Il se trouve sous cette colline. À l'intérieur, l'un des plus grands dépôts de munitions de l'armée d'occupation dans l'Hexagone. Un dépôt qui alimente en obus et en explosifs une grande partie des bunkers du mur de l'Atlantique. Le fameux système de défense construit par les nazis, le long des 2000 km de côte depuis Calais jusqu'à Bayonne, pour refouler tout débarquement allié. Pour les Allemands, le dépôt de munitions installé dans les carrières de Jonzac est donc un lieu essentiel et en principe imprenable. Le site a un gros avantage, c'est que c'est un site souterrain, il est protégé par une voûte de 22 mètres d'épaisseur et qu'à l'époque, aucune bombe n'aurait pu perforer. Donc il fallait absolument le détruire de l'intérieur, on ne pouvait pas le détruire de l'extérieur. Un lieu fortifié gigantesque, pas moins de 7 hectares de galeries. Chacune est séparée par de gros piliers et suffisamment large pour laisser passer des files de camions. Cette carte, établie par les Allemands, donne la mesure de l'étendue du site. Les ingénieurs militaires allemands ont aménagé les 2 tiers des carrières pour les diviser en compartiments. Chacun d'entre eux porte le nom de villes allemandes, comme Hambourg, ou encore Munich, München en allemand. Dans chacun de ces compartiments, les Allemands ont entreposé des milliers de caisses d'obus de tout calibre en prévision du débarquement. Et pour défendre le site, la marine allemande, qui gère le dépôt, a transformé les carrières de Jonzac en une place forte. 4 blocos fortement armés, gardés par près de 80 soldats. Et ce n'est pas tout. Les Allemands avaient miné tout le terrain qui est devant. En plus, il y avait je ne sais combien de batteries de mitrailleuses autour. C'était une véritable forteresse. Le dépôt de Jonzac est donc un lieu sous sécurité maximum. Sa destruction semble en tout point impossible.
C'est pourtant ce défi à haut risque que s'est lancé un petit groupe de très jeunes Français. Un projet insensé, conçu quelques semaines avant le jour J, dans la ville voisine de Bordeaux. Ici, 4 ans de guerre ont traumatisé la population. La résistance locale y a été totalement décapitée. La Gestapo, la police politique allemande, a fusillé et déporté des centaines d'hommes et de femmes. À Bordeaux, plus qu'ailleurs, la terreur règne. Et pourtant, en ce mois d'avril 1944, de jeunes résistants viennent d'être envoyés de Paris. Leur objectif, monter un nouveau groupe de sabotage, le groupe franc Alerte. Les réunions ont lieu la nuit au 32 rue de la Devise, un immeuble à double entrée en cas de descente de police. Une dizaine de jeunes hommes se retrouvent ici régulièrement. La plupart sont entrés en clandestinité pour éviter d'aller travailler en Allemagne, une obligation depuis 1943 pour tous les hommes âgés de plus de 18 ans. C'est le cas de René Marchadier, nom de code Dupont. Nous l'avons retrouvé. Il a 92 ans et il se souvient parfaitement de ses premiers pas dans la résistance. Travailler en Allemagne, c'était quelque chose qui était envisageable? Ah non. Ah non. Ça ne m'est même pas venu l'idée. J'étais le seul de la commune qui n'avait pas été souscrit pour aller en Allemagne. René Marchadier a d'abord passé plusieurs mois dans des camps de résistants à la campagne, les fameux maquis. En avril 1944, lorsqu'il rejoint le groupe franc Alerte, il a alors un but bien précis. C'était d'entreprendre tout ce qui pouvait nuire à l'armée allemande, notamment soit par des sabotages, soit par une espèce d'espionnage. La première opération que René Marchadier et son groupe veulent réaliser, c'est le sabotage de Jonzac. Et si l'opération semble impossible, lui pense avoir trouvé la faille. Le site emploie une centaine de Français, essentiellement de jeunes manutentionnaires. Ils sont les seuls à pouvoir aller et venir sans subir de fouilles. À l'époque, René Lanoux fait partie de ces ouvriers. Aujourd'hui, il a lui aussi 92 ans. Il se souvient très bien que lui et ses camarades étaient libres de leurs mouvements sur le dépôt. Vous étiez fouillés tous les matins? Comment? Vous étiez fouillés? Non, non, on n'était pas fouillés. Ah bon? Parfois ou jamais? Jamais. Les employés français du site sont donc des complices indispensables pour Marchadier. Mais encore faut-il les convaincre de se lancer dans une telle opération. Le jeune résistant va avoir un coup de chance inouï. Fin avril 1944, Marchadier débarque au village de Jonzac. Grâce à un contact sur place, il fait la connaissance d'un employé du dépôt de munitions, un ouvrier qui est logé ici, dans une chambre, à l'étage du palais de justice. Il s'appelle Pierre Ruibet, il n'a que 18 ans. Depuis quelques mois, il est manutentionnaire sur le dépôt. Entre les deux jeunes hommes, l'entente est immédiate. Rapidement, Pierre Ruibet se déclare prêt à aider la résistance. Quand il a su ce que je représentais, c'est lui là, qui, en quelque sorte, a dit « Moi, je peux vous être utile et vous donner ces renseignements-là. » Mais qui est ce jeune homme prêt spontanément à risquer sa vie? Derrière le beau visage sérieux se cache en réalité un douloureux échec personnel. Pierre Ruibet est né dans la région de Grenoble, dans une famille patriote. Son père charcutier, ancien combattant, l'a élevé dans le culte de l'Église et de l'armée et l'a inscrit au scout. Mais le jeune garçon, un peu enveloppé, ne donne pas vraiment satisfaction. En 1942, Pierre Ruibet est envoyé dans cette école militaire située dans les Pyrénées, le centre d'Audinac.
Mais il n'apparaît sur aucune photo officielle. Les autres élèves, fils de militaires, ne l'ont jamais accepté. J'ai l'impression que Ruy-Bey était trop timide, que c'était un introverti, qu'il n'a pas réussi à s'intégrer parmi les autres. On l'accusait d'être trop gros, de sécher les heures de gymnastique et puis de voler du lait. Nous nous sommes procuré son dossier scolaire de l'époque. Pierre Ruy-Bey est décrit comme un sujet paresseux et peu aimé de ses camarades. D'ailleurs, en juillet 1943, il est exclu du centre militaire d'Audinac. Alors, quand il arrive à Jonzac, quelques mois plus tard, Ruy-Bey dissimule toute cette histoire. Pas un mot à ceux qui l'hébergent, pas un mot non plus à Mathilde, 16 ans, dite Titi, sa petite amie. La rencontre avec Marchadier a lieu moins d'1 an après cet échec militaire. Je crois que ça lui a donné l'envie en quelque sorte de se venger de ce destin de perdant qu'il avait en quelque sorte. Hein. Et Marchadier va lui offrir cette occasion. Et Ruy-Bey va la saisir et se montrer particulièrement audacieux. Quelques semaines plus tard, le jeune homme fournit aux résistants un document déterminant pour l'opération de sabotage. Il s'agit de l'inventaire de toutes les munitions qui sont stockées dans le dépôt de l'armée allemande. Voici une reproduction de cet inventaire effectué à la Libération par un résistant du groupe Alerte. La liste est impressionnante. Des milliers d'obus de toute taille jusqu'au plus gros calibre. En tout, l'équivalent de 350 wagons de munitions. Lorsque Marchadier découvre le document, il est stupéfait. Ça m'a suffoqué quand même. Hein. Et bien oui, il y a plusieurs trains de munitions. C'était épatant. Quand je suis revenu à Bordeaux, j'ai trouvé quelqu'un et il me croyait ou pas, tout juste, quoi. Hein, parce que ça paraissait trop beau. Reste pour Marchadier à trouver un volontaire pour entrer dans le dépôt et faire exploser le site. Le résistant se tourne naturellement vers Ruy-Bey. Le risque est énorme, mais le jeune homme accepte sans hésiter. Nous sommes alors à la veille du D-Day. Le lendemain, mardi 6 juin 1944, en fin d'après-midi, quelques familles de Jonzac captent un message radio qui passera à la postérité. Ici la France! De Londres, le général de Gaulle lance à tous les résistants de France un vibrant appel. La bataille de France a commencé. Pour les fils de France, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, le devoir simple et sacré est de combattre par tous les moyens dont ils disposent. Il s'agit de détruire l'ennemi. L'ennemi qui écrase et souille la patrie, l'ennemi détesté, l'ennemi déshonoré. À Jonzac, ce commandement va être appliqué à la lettre quelques semaines plus tard. Nous sommes le 16 juin, la préparation de l'attentat atteint sa phase finale. Dans cette valise, René Marchadier transporte un véritable arsenal qui doit servir à faire sauter le dépôt de munitions. Une valise qu'il va maintenant transmettre à celui qui doit accomplir la mission, Pierre Ruy-Bey. C'est dans la salle d'audience du tribunal qu'a lieu la livraison. À l'intérieur de la mallette, un kit complet d'explosifs. Ces bâtonnets de couleur claire contiennent la charge explosive. Ces détonateurs doivent servir à déclencher l'explosion. Enfin, le plus important, ces tiges métalliques qu'on appelle les crayons retardateurs. Ils doivent permettre de programmer la mise à feu à l'heure souhaitée. On ne voulait pas faire exploser où il y avait tous les ouvriers, d'une part, et puis aussi, il faut donner un laps de temps pour pouvoir évacuer. L'attentat n'est plus qu'une question de jours. Est-ce que tous les deux, vous avez pensé au fait que peut-être qu'il allait mourir? On n'en a pas parlé, ni l'un ni l'autre. Mais chacun le pensait. Mais enfin, lui, il risquait plus que moi. C'est évident.
Tout repose désormais sur les épaules de Pierre Ruybet. Le jeune homme élabore un plan d'action et il va faire un choix très risqué, contraire aux instructions de Marchadier. Il va recruter un complice chargé de faire le guet pendant qu'il posera les explosifs et ainsi augmenter ses chances de réussite. Ce complice s'appelle Claude Gatineau. C'est un autre ouvrier du dépôt, il a 20 ans, et lui non plus n'a pas le profil d'un guerrier. Ce serait même plutôt le contraire, à en croire son neveu. C'était un brave type, de bonnes rencontres. Il n'était pas connu comme quelqu'un d'extravagant, quelqu'un qui était révolutionnaire. Claude Gatineau, le maire de Jonzac, qu'il connaissait bien puisqu'il avait travaillé pour lui, avait dit « c'est un petit poulet. Il n'a pas plus de défense qu'un petit poulet. » Il n'a pas osé refuser à Ruybet. Il faut dire que Ruybet affirme à son camarade qu'après la guerre, il récoltera de l'argent et la Légion d'honneur. Alors Gatineau accepte de prendre part à l'attentat. Tout va se jouer le 30 juin. Le jour choisi pour le sabotage s'annonce magnifique. À 7h30, comme chaque matin, les deux ouvriers se dirigent vers le dépôt. Mais aujourd'hui, dans la sacoche de Ruybet, il y a des explosifs et un revolver. À l'entrée du site, comme prévu, le résistant n'est pas fouillé. Ruybet fait un signe à Gatineau, puis il s'enfonce dans les carrières. L'installation des explosifs débute. À quelques mètres, Gatineau fait le guet. L'opération de sabotage est en bonne voie. Pourtant, un petit détail, en apparence anecdotique, va tout faire basculer. Gatineau est nerveux. Il part faire ses besoins derrière un pilier, mais cela est contraire au règlement. Il se fait immédiatement repérer par un Allemand. Quand l'Allemand va voir Gatineau ressortir en remontant son pantalon, son sang n'a fait qu'un tour à l'Allemand, parce que le règlement, c'est le règlement en Allemagne. Il y a des toilettes dehors, il n'y a pas de toilettes dedans. Et c'est là qu'il a interpellé Gatineau. Gatineau a essayé de détourner l'attention de l'Allemand, ça c'est... L'Allemand le reconnaît, mais l'Allemand est plus costaud que lui, il le bouscule, il avance derrière le pilier et il voit Ruybet en train de poser les choses. À cause de Gatineau, Ruybet est démasqué. Le jeune homme de 18 ans est confronté à un choix, fuir ou se battre. Il décide d'affronter l'Allemand. Il lui tire dessus avec son pistolet. Gatineau, qui voit que le plan est en train de capoter, décide quant à lui de prendre la fuite. René Lanoux, qui travaille ce jour-là comme manutentionnaire aux carrières, assiste à la scène. J'ai vu Gatineau partir et je lui ai demandé où il allait. Et il ne m'a pas répondu. Et j'ai vu revenir un Allemand tout ensanglanté en criant « sabotage, sabotage, Ruybet, Gatineau ». Alors j'ai dit à tous les copains que j'ai pu voir, dit c'est pas le moment de rester là parce qu'il y a quelque chose de tout à fait anormal qui est en train de se passer. À l'intérieur des carrières, Pierre Ruybet est désormais seul avec ses explosifs et recherché par une vingtaine de soldats allemands. Il est 8h30 ce matin-là quand soudainement, un bruit immense retentit. Ça a explosé pendant 2 jours. L'explosion s'entendait très loin. Ça se transmet par le sol, ces explosions-là. Ah oui, on entendait les grondements. Très impressionnant. Voici la seule photo qui existe des carrières après l'explosion. Selon l'armée allemande, la déflagration a détruit 90% des munitions. L'incendie a duré près de 2 jours et marqué la Roche à jamais. 14 soldats allemands sont morts. Quant à Pierre Ruybet, il ne survivra pas. Le corps du jeune résistant sera retrouvé 15 jours plus tard,
à quelques mètres du puits d'aération par lequel il avait prévu de s'échapper. Et le décompte funèbre ne va pas s'arrêter là. Le sabotage des carrières va avoir des conséquences dramatiques pour les complices de Ruybay. Il va également les faire rentrer dans la grande histoire de la résistance française. À Jonzac, dans les heures qui suivent le début de l'explosion, c'est la chasse aux coupables. Les Allemands arrêtent Claude Gatineau qui était tout simplement rentré chez ses parents. Plus tard dans la journée, sa sœur est autorisée à lui rendre visite dans sa cellule. Le jeune ouvrier est dans un état second. Ma mère est allée le voir dans l'après-midi, dans la soirée, pour lui porter à manger et lui porter à boire. Il était très abattu, quoi. Il était vraiment était sous choc, quoi. C'est-à-dire qu'il ne pensait pas que ça prendrait des proportions peut-être telles que c'est arrivé, quoi. Interrogé par la Gestapo, le jeune ouvrier craque et passe aux aveux. Il mentionne même le nom de Mathilde, la petite amie de Ruybay. Quelques heures plus tard, un tribunal militaire condamne Gatineau à mort. Todesurteil en allemand. Peu de temps avant son exécution, le jeune homme écrit une lettre. Elle est bouleversante. « Mes chers parents, pardonnez-moi pour ce que je vous apprends, je vais être fusillé dans quelques instants. Je meurs en bon français et je vous embrasse tous. C'est malheureux de mourir si jeune. À la veille du mariage de ma sœur, vous ne danserez point. Votre fils qui vous aime. Claude. » Votre fils qui vous aime, Claude. Et là, c'est écrit, les caractères sont beaucoup plus gros. On se rend compte qu'il y a un effondrement, quoi, de la personne. Claude Gatineau est conduit devant cette grille qui marque l'entrée des carrières, en présence de certains ouvriers du site, dont René Lanoux. Oh non, il ne regardait pas. Il était soutenu par deux Allemands. Vous avez entendu les coups de feu? Oui, et le coup de grâce. Alors là, ça a vraiment choqué. Voici la grille devant laquelle est mort Claude Gatineau le 1er juillet 1944, à la veille de ses 21 ans. Les impacts de balles sont toujours visibles. Huit jours plus tard, c'est au tour de Mathilde Robert, la petite amie de Ruybay, d'être arrêtée. Les Allemands ont découvert une pièce à conviction. Des télégrammes qu'elle avait envoyés à Bordeaux, au groupe Alerte, à la demande de son petit ami. La jeune fille de 17 ans est emprisonnée à Bordeaux et condamnée à mort. Par chance, les Allemands quittent la ville le 23 août 1944, en pleine débâcle, à la veille de la date prévue pour son exécution. Mais Titi restera marquée toute sa vie. Elle a été persuadée d'abord pendant 6 mois que Ruybay était toujours vivant. Et quand il a fallu qu'elle se rende compte qu'il n'était pas vivant, elle s'est tuée, s'est murée en quelque sorte. Le 24 août 1944, les résistants libèrent la ville de Bordeaux. Un homme pourtant, René Marchadier, n'a pas le cœur à la fête. La mort de Pierre Ruybay a plongé le résistant dans une profonde dépression. Il ne s'en est jamais remis. C'est dur de se rendre compte que moi je vivais et lui était mort. En décembre 1944, dans l'église de Jonzac, désormais libérée, René Marchadier n'aura pas la force de se rendre aux obsèques solennelles de son frère d'armes. Et un an plus tard, il ne rencontrera pas non plus les parents de Pierre Ruybay, désormais considérés comme un héros, lorsqu'ils viennent commémorer l'anniversaire de l'attentat. Vous n'êtes pas allé aux funérailles alors? Non. Pourquoi? Pour ça.
Vous voulez pas remuer Oui. Toutes ces souffrances n'auront pas été vaines. Dans les semaines qui ont suivi le débarquement, le sabotage du dépôt de Jonzac a sans doute gêné l'armée allemande qui était à court de munitions. L'opération a également évité des morts supplémentaires à la toute fin de la guerre, au moment de l'assaut sur les villes de Royan et de La Rochelle, les derniers bastions allemands en France. Le général de Gaulle, qui visite alors le champ de bataille, ne s'y est pas trompé. Il a décoré Pierre Ruibet, à titre posthume, de la plus prestigieuse des médailles, celle de l'Ordre de la Libération. Seuls 1037 autres résistants ont reçu cet honneur.